Cela fait presque 6 ans que je suis avec Matteo, et nous sommes mariés depuis 3 ans. Sa famille est originaire d'Italie et il a grandi en parlant italien à la maison. Je trouvais cela magnifique. J'aimais le fait qu'il ait cette autre culture et cette autre langue, et j'étais impatiente d'en apprendre davantage, et peut-être même d'apprendre la langue un jour. La première fois que j'ai rencontré sa famille, c'était après environ 4 mois de relation, sa mère, Elena, son père, Pietro, sa sœur, Chiara, et son frère, Lorenzo. Ils vivent tous à moins de 20 minutes les uns des autres dans le même quartier de Lyon. C'est une famille très proche, très impliquée dans la vie des uns et des autres. Et dès le premier dîner, j'ai senti que quelque chose ne allait pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Elena me regardait puis détournait les yeux comme si j'étais un meuble. Elle posait à Matteo des questions sur sa vie, et quand j'essayais de contribuer, elle continuait de parler par-dessus moi comme si je n'avais rien dit. Chiara n'arrêtait pas d'évoquer une certaine Francesca, disant à quel point elle lui manquait et que les choses n'étaient plus les mêmes depuis qu'elle ne venait plus. Lorenzo m'ignorait presque totalement. Pietro était le seul à faire un effort, me demandant où j'avais grandi et ce que j'aimais faire, mais même lui semblait mal à l'aise, comme s'il enfreignait une règle tacite en étant gentil avec moi. Après le dîner, j'ai demandé à Matteo qui était Francesca. C'était son ex-petite amie. Ils étaient sortis ensemble pendant 4 ans avant moi, et apparemment, toute la famille l'adorait. Chiara et Francesca étaient meilleures amies, Elena la considérait comme sa propre fille. Ils avaient tous été dévastés quand Matteo avait rompu avec elle, et ils ont fait comprendre dès le premier jour que je n'étais pas la bienvenue pour la remplacer. J'ai dit à Matteo à quel point je me sentais mal à l'aise, et il m'a répondu que j'extrapolais. Ils devaient juste s'habituer à quelqu'un de nouveau, je devais leur laisser du temps. Alors, j'ai laissé du temps. 1 an a passé, puis 2, et leur comportement n'a pas changé. C'est devenu pire. Lors des dîners de famille, ils passaient à l'italien en pleine conversation. Écoutez, je comprends que l'italien soit leur langue maternelle et qu'il soit naturel pour eux d'y revenir. Je n'ai jamais attendu d'eux qu'ils parlent français 100% du temps, mais là, c'était différent. Ils parlaient français, je commençais à participer, et soudain, tout le monde passait à l'italien. Ils parlaient et riaient en me regardant droit dans les yeux, et je restais là comme une idiote, sans comprendre un traître mot. Une fois, j'ai demandé à Matteo ce qu'il disait. Il m'a répondu qu'il parlait juste des vacances de Chiara. D'accord, soit. Mais alors pourquoi tout le monde me regardait en riant? Pourquoi Elena montrait-elle mon assiette du doigt en disant quelque chose qui faisait ricaner Lorenzo? Il disait que j'étais paranoïaque. J'ai essayé d'apprendre l'italien. J'ai téléchargé Duolingo, acheté un manuel et pratiqué tous les jours. Je faisais d'ailleurs des progrès jusqu'à ce que Chiara le découvre et en parle à Elena. Au dîner de famille suivant, Elena a annoncé très fort en français qu'elle trouvait impoli que des étrangères laissaient d'apprendre leur langue familiale, et que cela ressemblait à une invasion de leur vie privée. Elle m'a regardé droit dans les yeux en disant cela. J'ai arrêté de pratiquer après ça. Quand nous nous sommes fiancés, Matteo a voulu organiser la fête de fiançailles chez ses parents. J'ai accepté parce que j'essayais encore, espérant toujours que les choses s'améliorent. La fête a eu lieu, et devinez qui est arrivé? Francesca. Chiara l'avait invitée. À ma fête de fiançailles, pour célébrer mon futur mariage avec son ex-petite amie. Chiara a dit que ce n'était pas un grand drame parce que Francesca faisait toujours partie de la famille, même si elle et Matteo n'étaient plus ensemble. Matteo a dit que je surréagissais et que Francesca était simplement gentille de venir. Francesca est restée là pendant 4 heures. Elle a apporté un cadeau. Elle a porté un toast. Elle a raconté à quel point elle aimait cette famille et qu'elle serait toujours reconnaissante pour les années passées avec eux. Elena a pleuré et l'a serrée dans ses bras. Je suis resté là, mon verre de vin à la main, avec une envie folle de hurler. Notre mariage était magnifique. J'ai presque tout organisé moi-même parce que ma mère est décédée quand j'avais 22 ans et que mon père n'est pas vraiment présent. J'avais ma meilleure amie, Chloé, comme demoiselle d'honneur, et honnêtement, elle est la seule raison pour laquelle j'ai survécu à tout le processus. La cérémonie était parfaite. La réception était parfaite. Et puis, environ 1 mois plus tard, j'ai vu les photos qu'Elena avait encadrées chez elle. Elle m'avait recadré pour m'effacer des photos de mariage. Je n'exagère pas. Elle a pris des photos de mon mariage et les a retouchées pour que je ne sois plus visible. Il y en avait une de Matteo à l'hôtel qui, à l'origine, me montrait marchant vers lui, elle l'a recadré pour qu'il n'y ait que lui.
Sur une photo de famille où je me tenais à côté de Matteo, elle a littéralement coupé la photo de sorte qu'on ne voyait que la moitié du corps de son fils et que je sois hors champ. Quand je l'ai confrontée, elle a dit qu'elle voulait simplement des photos de son fils, qu'il n'y avait rien de mal à vouloir des photos de son propre enfant. Quand j'en ai parlé à Matteo, il a dit que sa mère était juste fière de lui et que je ne devais pas le prendre personnellement. Je ne devrais pas le prendre personnellement? Ma belle-mère m'efface de mes propres photos de mariage, et je ne devrais pas le prendre personnellement? C'était la première année de mariage. La deuxième année, Lorenzo n'avait toujours pas appris mon prénom. Et je ne veux pas dire qu'il l'oubliait de temps en temps, je veux dire qu'il refusait de le prononcer. Il m'appelait elle, ou celle-là, ou la femme de Matteo. Jamais par mon vrai nom. S'il avait besoin d'attirer mon attention, il disait des, ou claquait simplement des doigts dans ma direction. Claquer des doigts comme si j'étais un chien. J'ai demandé à Matteo de lui en parler. Il a dit que Lorenzo était juste maladroit et qu'il ne pensait pas à mal. Quand j'ai insisté, il s'est énervé et a dit que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas, que sa famille m'avait accepté et que je devais arrêter de chercher des raisons d'être offensé. Sa famille m'avait accepté, vraiment? C'est pour ça que Chiara invitait Francesca à chaque fête, Noël, Pâques, le 14 juillet, les barbecues, la fête du travail, le réveillon, absolument toutes. Francesca était toujours là. Parfois seule, parfois accompagnée, mais elle était toujours là et tout le monde la traitait comme un membre de la famille adorée pendant que je restais dans mon coin, ignoré. J'ai commencé à redouter les fêtes. Je devenais physiquement tendu des jours avant chaque réunion de famille. Chloé me répétait que je devais taper du poing sur la table, que c'était insensé et que personne ne devrait subir ça. Mais chaque fois que j'essayais d'en parler à Matteo, il me rembarrait. J'étais trop sensible. Je faisais d'une mouche un éléphant. Sa famille m'aimait, et j'étais une ingrate. Le fait est que je voulais le croire. Je voulais croire que j'étais le problème, parce que si j'étais le problème, alors je pouvais le régler. Je pouvais faire plus d'efforts, être plus gentille, faire mieux. Mais s'ils étaient le problème, alors je ne pouvais rien faire. Et mon mariage était construit sur une fondation de gens qui ne m'accepteraient jamais. Alors, j'ai continué d'essayer. J'apportais des cadeaux à chaque réunion. Je complimentais la cuisine d'Elena, même quand elle se faisait un point d'honneur de dire que ses recettes étaient des secrets de famille qu'elle ne partagerait jamais avec des étrangères. J'interrogeais Chiara sur sa vie et je l'écoutais parler du nouvel appartement de Francesca, de la promotion de Francesca et de tout ce qui concernait Francesca. Je souriais quand Lorenzo m'appelait celle-là et je ne disais rien. Cela a duré pendant 3 ans de mariage. 3 ans. Puis est arrivé ce Noël. Matteo et moi avions convenu de recevoir chez nous cette année. J'ai acheté cette maison avant de me marier, j'ai économisé pendant des années pour l'apport personnel. Mon nom est le seul sur l'acte de propriété. Nous avions déjà organisé de petits dîners, mais jamais une fête complète. J'étais nerveuse, mais aussi un peu excitée, car je pensais que si je pouvais leur montrer que j'étais une bonne hôtesse, une bonne épouse, quelqu'un capable de prendre soin de leur précieux Matteo, les choses finiraient peut-être par changer. Nous les avions invités pour 12 heures pour le déjeuner de Noël. J'ai passé 3 jours à tout préparer. J'ai fait un chapon farci, des gratins, des légumes de saison, une bûche maison et plusieurs plateaux d'entrée fine. Chloé est venue le matin même pour m'aider à tout mettre en place, et elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était fière de moi pour avoir fourni autant d'efforts alors qu'ils ne le méritaient pas. Ils sont arrivés à 9h 3 heures en avance tous. Elena, Pietro, Chiara, Lorenzo et, bien sûr, Francesca, car pourquoi une fête serait-elle complète sans elle? Ils sont entrés comme s'ils étaient chez eux. Elena est immédiatement allée dans la cuisine et a commencé à critiquer ma façon de préparer le chapon. Elle disait que la température n'était pas la bonne, que l'assaisonnement n'allait pas, et qu'en Italie, ils faisaient ça différemment et en mieux. Elle a essayé de prendre les commandes, et quand j'ai dit que je gérais la situation, elle m'a lancé un regard comme si j'étais une enfant faisant un caprice. Chiara et Francesca se sont assises dans mon salon pour parler du bon vieux temps, de la façon dont Francesca passait chaque Noël avec la famille et à quel point ces jours leur manquaient. Pendant que j'étais en cuisine à cuisiner pour eux, Lorenzo se promenait dans ma maison, regardant les objets et faisant des commentaires en italien à Pietro sur la décoration. J'ai saisi assez de mots pour comprendre qu'il se moquait des tableaux sur mes murs. J'ai tenu bon. Je me disais que ce n'était que pour quelques heures, qu'il partirait ensuite et que je pourrais décompresser. Matteo ne mettait d'aucune aide, il suivait sa mère partout, approuvant tout ce qu'elle disait. À un moment,
Elle lui a dit que les pommes de terre seraient meilleures si c'était elle qui les faisait, et il a répondu, bonne idée, mamma. Laisse-la prendre le relais. Le repas a été tendu. Ils ont parlé italien pendant la majeure partie du repas. J'étais assise là, à manger ma propre nourriture que j'avais mis 3 jours à préparer, pendant qu'ils tenaient une conversation que je ne comprenais pas. Francesca a ri de quelque chose que Chiara avait dit en me regardant droit dans les yeux. Elena n'arrêtait pas de remplir l'assiette de Matteo en lui disant des choses en italien qui le faisaient sourire. Puis après le repas, alors que nous étions tous assis au salon à prétendre être une famille heureuse, Elena s'est levée et a fait une annonce. Elle a dit en français, très clairement pour que je comprenne, qu'elle avait une excellente nouvelle. Elle a dit qu'elle et Pietro avaient décidé qu'elle emménagerait avec nous à partir du mois prochain. Elle a dit que Matteo avait manifestement besoin d'aide à la maison puisque sa femme, elle a dit femme comme si c'était un mot sale, ne savait pas s'occuper de lui correctement. Elle a dit qu'elle s'occuperait de la cuisine et du ménage pour s'assurer que son fils soit traité comme il le méritait. Tout le monde a ri. Chiara a applaudi. Lorenzo a dit qu'il était temps. Francesca a souri et a dit qu'Elena allait remettre de l'ordre dans cette baraque. Et Matteo, mon mari, l'homme que j'ai épousé. Il a souri et a hoché la tête. Je l'ai regardé et je lui ai demandé s'il était au courant. Il a haussé les épaules et a dit que sa mère avait besoin d'aide et que nous avions de la place. Comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Comme si j'étais folle de poser la question. Je lui ai demandé quand exactement il comptait me dire que sa mère emménageait dans ma maison. Il a répondu qu'il allait m'en parler, mais que sa mère voulait l'annoncer elle-même. Il a dit ça comme si ça rendait les choses acceptables. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. J'ai regardé autour de moi, tous ces gens assis dans ma maison, sur mes meubles, mangeant la nourriture que j'avais préparée, et j'ai réalisé que rien n'allait jamais changer. J'avais passé 5 ans à essayer de gagner leur approbation et ils avaient passé 5 ans à me faire comprendre que je ne l'aurais jamais. Et maintenant, ils voulaient s'installer chez moi et m'évincer de ma propre vie. Je me suis levé très calmement et j'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché des serruriers et j'en ai trouvé un qui faisait les urgences. Je les ai appelés là, dans le salon, sur haut-parleur. J'ai dit que je devais changer toutes les serrures de ma maison demain matin à 8 heures. La personne au téléphone a confirmé le rendez-vous. Elena a commencé à rire en disant que je ne pouvais pas mettre ma famille à la porte. Je lui ai dit que c'était ma maison, mon nom sur l'acte, mon apport personnel. Aucun d'entre eux n'habitait ici. Puis j'ai regardé Matteo et j'ai dit, toi non plus, désormais. Le visage d'Elena est passé de l'arrogance au choc en une demi-seconde. Chiara s'est levée et a commencé à me hurler dessus en italien. Lorenzo m'a traité de folle de française. Francesca est restée assise, bouche bée. Matteo a essayé de me parler, disant que j'étais dramatique et que nous devions en discuter en privé. J'ai dit qu'il n'y avait rien à discuter. Il avait pris une décision concernant ma maison sans me consulter. Il avait laissé sa famille me manquer de respect pendant 5 ans sans jamais me défendre. Il invitait son ex à chaque événement familial et attendait de moi que je l'accepte. Et maintenant, il pensait que sa mère allait emménager et prendre le contrôle de mon foyer. Je leur ai dit à tous de partir. Elena a refusé. Elle a dit qu'elle ne bougerait pas tant que nous n'aurions pas réglé ça. J'ai dit très bien, je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je suis resté là, tenant la porte, et j'ai attendu. Pietro a été le premier à bouger. Il a attrapé le bras d'Elena et a dit qu'il devait partir. Elle a essayé de protester, mais il l'a tiré vers la porte. Chiara a pris Francesca et elles sont sorties ensemble, Chiara me lançant des regards noirs tout le long du chemin. Lorenzo s'est arrêté devant moi en sortant et a dit que je faisais une énorme erreur, que Matteo ne me le pardonnerait jamais. Je lui ai répondu que je m'en fichais, et aussi, je m'appelle Léa. Apprends mon nom, car tu vas l'entendre dans les papiers du divorce. Il ne restait que Matteo. Il était toujours assis sur le canapé, me regardant comme s'il ne me reconnaissait pas. Il m'a demandé si j'étais sérieuse. J'ai dit que je n'avais jamais été aussi sérieuse de ma vie. Il a demandé où il était censé aller. J'ai répondu que c'était son problème. Il a essayé de discuter, a dit que je jetais notre mariage aux orties pour rien, que sa famille m'aimait à sa façon et que j'étais trop sensible, trop sensible. Après tout ce qui venait de se passer, il me disait encore que j'étais le problème. Je lui ai demandé de partir. Il continuait de parler, disant que nous devions nous calmer et réfléchir rationnellement. Je lui ai redemandé. Il a dit qu'il ne quitterait pas sa propre maison.
Je lui ai rappelé que ce n'était pas sa maison. Son nom ne figurait sur aucun document lié à cette propriété. Il s'est enfin levé et s'est avancé vers moi. Il s'est arrêté devant moi et a dit que si je faisais ça, il n'y aurait pas de retour en arrière, que sa famille ne me pardonnerait jamais, et lui non plus. J'ai dit que ça me convenait, car je n'avais pas besoin de leur pardon, j'avais besoin de retrouver mon respect de moi-même. Il est parti. J'ai fermé la porte derrière lui et je l'ai verrouillée. Puis je me suis assise sur mon canapé, entouré de vaisselle sale et de restes de nourriture, et j'ai simplement respiré pour la première fois en 5 ans. C'était il y a une semaine. Les serrures sont changées. Matteo loge chez ses parents. Il m'envoie des SMS tous les jours pour me demander de parler. Sa famille harcèle mon téléphone et Lena surtout. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Matteo dit qu'il veut arranger les choses, mais il dit aussi que je dois d'abord m'excuser auprès de sa mère. Je lui ai dit que cela n'arriverait jamais. Il dit que je suis têtu, je dis que je suis saine d'esprit. J'ai un rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine pour voir à quoi ressemblerait un divorce. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, mais je ne sais pas non plus si je suis prête à revenir à la situation d'avant. Je donnerai des nouvelles si les choses évoluent. Mise à jour, bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis mon dernier post, et je ne sais honnêtement pas par où commencer. Merci à tous ceux qui ont commenté et envoyé des messages. Certains d'entre vous ont dit que j'avais été trop dur et que j'aurais dû discuter avant de mettre tout le monde dehors. D'autres ont dit que j'aurais dû le faire il y a des années. J'ai beaucoup réfléchi à ces deux points de vue, et je ne regrette toujours pas mon geste, mais je commence aussi à réaliser à quel point cette histoire est profonde. Donc, après mon post, Matteo a continué de m'envoyer des SMS chaque jour comme je l'avais mentionné. Au début, les messages étaient plutôt désolés, disant qu'il regrettait que les choses aient dégénéré et qu'il voulait parler. Ensuite, ils sont devenus plus frustrés, disant que j'étais puéril de l'ignorer et que des gens mariés devaient communiquer. Enfin, ils sont devenus désespérés, disant que je lui manquais et que la maison semblait vide sans moi. Je n'ai répondu à aucun message les premiers jours car je ne savais sincèrement pas quoi dire. Chloé me disait de le faire mariner, qu'il devait comprendre la gravité de ses actes, et que répondre trop vite lui laisserait penser qu'il pourrait tout lisser facilement. Je savais qu'elle avait raison, mais une partie de moi avait toujours envie de décrocher le téléphone et de l'appeler. 5 ans de vie commune ne s'effacent pas juste parce qu'on est en colère. Il y a toujours ce lien, vous savez? Cette habitude de vouloir partager des choses avec lui, d'entendre sa voix. J'ai dû lutter activement contre ça chaque jour. J'ai rencontré l'avocat mardi. Il s'appelle Maître Simon et il a été très direct sur tout. Il a dit que puisque la maison est uniquement à mon nom et qu'elle a été achetée avant le mariage avec mes propres économies, elle est considérée comme un bien propre en France. Matteo n'a aucun droit légal dessus. Il a dit que le mariage était assez court et que nous n'avions pas d'enfants, donc le divorce serait relativement simple si les deux parties coopéraient. S'il voulait se battre, cela pourrait être plus compliqué, mais il ne voyait pas ce qu'il pourrait obtenir puisque je n'ai pas d'actifs importants en dehors de la maison, et lui non plus. Je lui ai dit que je n'étais pas encore sûr de vouloir divorcer, que je l'aimais encore quelque part sous toute cette colère. Il a dit que c'était normal et que je devais prendre mon temps pour décider, mais que je devais aussi me protéger en attendant. Il m'a suggéré de garder des traces des communications et de ne pas le laisser revenir dans la maison tant que je ne savais pas ce que je voulais. Ce samedi, Matteo s'est présenté à la maison. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand j'ai entendu la sonnette. J'ai regardé par le Judas, et il était là, sur le perron. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis resté dans l'encadrement et j'ai attendu. Il a commencé à parler immédiatement, disant qu'il savait qu'il avait déconné et qu'il aurait dû me parler avant que sa mère ne fasse cette annonce. Il a dit qu'il y avait réfléchi toute la semaine et qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. Il a expliqué que sa mère lui mettait la pression depuis des mois pour emménager, disant qu'elle se sentait seule depuis que son père travaillait plus tard et qu'elle voulait être plus proche de son fils. Il a dit qu'il avait essayé de repousser l'échéance, mais qu'elle l'avait usé. Et il s'était dit que ce ne serait pas si mal que peut-être, l'avoir auprès de nous aiderait, elle et moi, à créer un lien. Je suis resté là à l'écouter, et plus il parlait, plus j'étais en colère parce qu'il présentait toujours ça comme un malentendu. Comme si le problème était la surprise de l'annonce et non les 5 ans où sa famille m'a traité comme une moins que rien pendant qu'il ne faisait rien. Je lui ai dit que l'annonce n'était pas le problème, l'annonce n'était que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Le problème était que sa mère m'avait effacé de mes propres photos de mariage et qu'il m'avait dit de ne pas le prendre personnellement.
Le problème était que son frère n'avait jamais utilisé mon prénom en 5 ans et qu'il disait que ce n'était pas grave. Le problème était que sa sœur invitait son ex à chaque fête de famille, y compris notre fête de fiançailles, et qu'il me disait que je surréagissais. Le problème était qu'il parlait italien spécifiquement pour m'exclure des conversations et qu'il me traitait de paranoïaque. Il a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. Je lui ai dit que j'avais passé 5 ans à essayer de gagner l'approbation de gens qui avaient décidé de me détester avant même de me rencontrer. Je lui ai dit que chaque fois que je soulevais la façon dont on me traitait, il me faisait sentir que ce n'était pas si grave comme si j'étais trop sensible, trop exigeante ou trop française pour comprendre leur culture familiale. Je lui ai dit qu'il les avait choisis au détriment de moi à chaque fois et que j'en avais fini d'être la dernière roue du carrosse. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit que j'avais raison et qu'il était désolé. Mais voilà le truc. Il a dit qu'il était désolé comme on s'excuse quand on bouscule quelqu'un par accident. Comme si c'était un désagrément mineur qu'il reconnaissait pour que nous puissions passer à autre chose. Ces paroles n'avaient aucun poids. Aucune compréhension de la profondeur de ma blessure. Juste des mots pour essayer de franchir à nouveau le seuil de la porte. Je lui ai demandé précisément de quoi il était désolé. Il a répondu qu'il était désolé que je me sois senti exclu et désolé que sa famille puisse être envahissante parfois. Je me suis senti exclu. Sa famille peut être envahissante parfois? Ce ne sont pas des excuses. C'est de la minimisation. Je lui ai dit que ce n'était pas suffisant. Il m'a demandé ce que je voulais qu'il dise. J'ai dit que je voulais qu'il reconnaisse que sa famille m'avait activement maltraité et qu'il l'avait permis. Je voulais qu'il prononce ces mots exacts. Il n'a pas pu le faire. Il a continué d'essayer d'édulcorer les choses, disant que sa famille avait sa propre façon de montrer son affection et qu'il ne voulait pas me blesser. Disant que sa mère était protectrice et que sa sœur était encore triste de la rupture avec Francesca. Disant que Lorenzo était juste socialement inadapté et ne réalisait pas que l'histoire du prénom était blessante. Toujours des excuses après tout ça. Toujours en train de les défendre sur mon perron après avoir été mis dehors. Je lui ai demandé pourquoi Francesca était à chaque fête. Il a dit qu'elle était restée proche de Chiara et que ce serait bizarre de l'exclure. J'ai demandé s'il avait déjà envisagé que ce soit bizarre pour moi d'avoir son ex à chaque fête. Il a admis y avoir pensé, mais qu'il s'était dit que je finirais par m'y habituer. M'y habituer. Comme si je devais simplement accepter d'être mal à l'aise pour toujours parce que sa famille ne voulait pas lâcher son ex. Je lui ai posé une question que je m'étais toujours posée mais que je n'avais jamais eu le courage de formuler. J'ai demandé si sa famille lui avait déjà dit quelque chose directement sur moi qu'il ne voulait pas qu'il soit avec moi, qu'il voulait qu'il retourne avec Francesca. Il est devenu très silencieux, et ce silence m'a tout dit. J'ai insisté. J'ai demandé ce qu'il disait. J'ai demandé ce que sa mère disait spécifiquement. Il a fini par admettre que lorsque nous avions commencé à sortir ensemble, sa mère lui avait dit que je n'étais pas faite pour lui, que j'étais trop différente, trop éloignée de leurs racines, et que je ne comprendrais pas leurs valeurs familiales. Il a dit que Chiara lui avait demandé plusieurs fois au fil des ans s'il regrettait d'avoir rompu avec Francesca. Il a dit que même Lorenzo avait un jour fait un commentaire sur le fait que les choses étaient bien plus simples quand Matteo était avec quelqu'un qui faisait partie du même monde. Quelqu'un qui s'intègre. 5 ans à être traité comme une intruse, et sa famille lui avait explicitement dit qu'il ne voulait pas de moi. Et il m'a épousé malgré tout, sans jamais me dire la vérité. Sans jamais me prévenir de ce dans quoi je m'embarquais. Sans jamais me défendre quand ils agissaient en fonction de ses sentiments. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait jamais dit ça avant. Il a dit qu'il ne voulait pas me contrarier. Qu'il pensait qu'avec le temps, sa famille finirait par m'apprécier. Il a dit qu'il m'aimait et qu'il ne voulait pas que leurs opinions gâchent ce que nous avions. Mais leurs opinions ont tout gâché parce qu'il les a laissés me traiter comme une invitée indésirable dans ma propre famille pendant 5 ans, alors qu'il savait exactement pourquoi il le faisait. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il a demandé s'il pouvait entrer pour continuer à discuter. J'ai dit non. Il a demandé quand nous pourrions reparler. J'ai dit que je ne savais pas. Il a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Je lui ai dit qu'il aurait pu faire quelque chose il y a 5 ans. Il aurait pu s'opposer à sa famille. Il aurait pu fixer des limites. Il aurait pu me choisir, mais il ne l'a pas fait. Et je ne savais pas s'il y avait quoi que ce soit qu'il puisse faire maintenant pour réparer cela. Il est parti, et je suis resté là à trembler,
car une partie de moi avait toujours espéré que sa famille était le seul problème et qu'il était juste coincé au milieu. Mais maintenant je savais qu'il n'était pas coincé au milieu. Il était de leur côté. Il l'avait toujours été. Il ne voulait simplement pas l'admettre. Les jours suivants ont été difficiles. Je repassais cette conversation en boucle dans ma tête. Je pensais à toutes les fois où il m'avait dit que j'étais trop sensible alors qu'il savait que sa famille m'avait explicitement rejeté. Toutes les fois où il aurait pu me dire la vérité et me laisser décider moi-même si je voulais continuer d'essayer. Mais il ne m'a pas laissé ce choix. Il m'a laissé mener une bataille perdue d'avance et m'a ensuite reproché d'avoir perdu. Mercredi, sa mère s'est présentée chez moi. Je travaillais de la maison, j'ai entendu la sonnette et j'ai cru que c'était un colis. J'ai ouvert la porte et Elena était là, les bras croisés, avec un air de victime offensée. Elle n'a pas attendu que je dise quoi que ce soit. Elle a commencé à parler, me disant que je l'avais embarrassée devant toute sa famille, qu'elle n'avait jamais été aussi humiliée de sa vie, que je n'avais aucun droit de mettre son fils dehors de sa propre maison, et qu'elle ne partirait pas tant que je n'aurais pas accepté de le laisser revenir. L'audace de cette femme. Debout sur mon perron, chez moi, exigeant que je reprenne son fils comme si elle avait son mot à dire. Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires. Elle a ri et a dit que son fils était absolument son affaire. J'ai dit que cela se passait entre Matteo et moi et qu'elle devait partir. Elle a dit qu'elle ne bougerait pas. Alors, je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Si elle voulait cette conversation, nous allions la voir, mais elle n'entrerait pas. Elle a commencé à déblatérer sur le fait que j'avais toujours été difficile. Que je n'avais jamais essayé de m'intégrer à la famille, que je ramenais tout à moi et que je ne savais pas être reconnaissante qu'il m'ait accepté tout court. Elle a dit qu'en Italie, la famille passe avant tout et que je ne comprenais manifestement pas cela. Elle a dit que Matteo méritait mieux que quelqu'un qui le jetterait dehors pour un malentendu. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé vider son sac. Puis j'ai dit, d'accord, parlons de l'intégration. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait effacé des photos de mariage. Elle a dit qu'elle l'avait déjà expliqué. J'ai dit non, qu'elle avait donné une excuse et que je voulais la vraie raison. Elle s'est décontenancée et a dit qu'elle voulait juste des photos de son fils. J'ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas avoir des photos de son fils avec son épouse. Elle n'a pas répondu. Je lui ai demandé pourquoi Chiara avait invité Francesca à ma fête de fiançailles. Elle a dit que Francesca était comme une fille pour elle. J'ai demandé si elle avait songé à ce que je pouvais ressentir. Elle a répondu que j'étais trop sensible. Encore une fois. Trop sensible. Je lui ai demandé directement si elle avait jamais souhaité que Matteo soit avec moi. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit qu'elle voulait que Matteo soit heureux. J'ai dit que ce n'était pas ma question. J'ai demandé si elle avait déjà voulu qu'il soit avec moi, spécifiquement. Elle a enfin avoué ce que je savais depuis 5 ans. Elle a dit que Francesca était parfaite pour Matteo, qu'ils se comprenaient, et que Francesca venait du même milieu et respectait leurs traditions. Elle a dit que quand Matteo avait commencé à sortir avec moi, elle espérait que ça ne durerait pas. Elle a dit qu'elle priait pour qu'il retrouve la raison et réalise ce qu'il avait abandonné. Voilà donc la vérité. 5 ans à me traiter comme une moins que rien, et elle a enfin admis pourquoi. Elle n'a jamais voulu de moi. Elle a passé toute notre relation à espérer que je disparaisse. Je lui ai demandé si Matteo savait ce qu'elle ressentait. Elle a dit, bien sûr qu'il le savait. Toute la famille le savait. Ils en avaient discuté de nombreuses fois. Ils étaient tous d'accord pour dire que Francesca était mieux pour lui, mais il était têtu et n'écoutait pas discuter de nombreuses fois. Toute la famille assise à dire qu'ils auraient préféré que Matteo ne soit pas avec moi. Pendant que j'étais peut-être dans la pièce d'à côté ou chez moi à l'attendre, sans avoir la moindre idée que j'étais le sujet principal des conversations. Je lui ai posé une dernière question. J'ai demandé si elle était pour quelque chose dans le fait que Matteo ne m'ait rien dit. Elle a eu l'air confuse, alors j'ai expliqué. J'ai dit que Matteo avait admis qu'il lui avait tous dit que je n'étais pas faite pour lui dès le début. J'ai demandé si elle lui avait dit de ne rien me dire. Elle a même souri. Elle a dit qu'elle avait dit à Matteo que s'il insistait pour rester avec moi, le moins qu'il puisse faire était de ne pas m'accabler avec les préoccupations de la famille. Elle a dit qu'ils essayaient de me protéger d'une souffrance inutile. Me protéger en me cachant la vérité et en me laissant passer 5 ans dans la confusion, à me demander pourquoi ils me détestaient. En me faisant croire que j'étais folle de ressentir le rejet,
en me laissant porter la faute de ne pas être assez bien, alors qu'en réalité, ils avaient décidé que je ne l'étais pas avant même que j'aie ma chance? J'ai dit à Elena qu'elle devait partir. Elle a commencé à argumenter, mais j'en avais fini. Je lui ai dit qu'elle avait passé 5 ans à me traiter comme une intruse et que je savais maintenant que c'était intentionnel depuis le début. Je lui ai dit que son fils avait permis ce comportement parce qu'elle le lui avait demandé. Je lui ai dit que quoi qu'il arrive à mon mariage, cela restait entre moi et Matteo, mais qu'elle n'était plus jamais la bienvenue chez moi. Elle m'a traité d'ingrate. Elle a dit que j'étais en train de détruire sa famille. Elle a dit que son fils ne me pardonnerait jamais, et elle non plus. J'ai répondu que je m'en accommoderais très bien. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai envoyé un SMS à Matteo. Je lui ai dit que sa mère venait de se présenter chez moi. Je lui ai raconté ce qu'elle avait dit sur le fait que toute la famille espérait ma disparition. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose à dire. Il m'a appelé dans les 30 secondes qui ont suivi, mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête à parler. Il a envoyé un SMS pour demander ce que sa mère avait dit exactement. Je lui ai répété mot pour mot. Il a répondu qu'elle exagérait et que, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça? Sa mère venait littéralement d'admettre qu'ils discutaient tous de leur envie de le voir avec Francesca, et il me disait que ce n'était pas comme ça? Je lui ai demandé comment c'était, alors. Il a dit que sa famille avait eu des inquiétudes, mais qu'ils étaient passés par-dessus. J'ai demandé comment ils étaient passés par-dessus alors qu'ils invitaient toujours Francesca à chaque événement et que sa mère continuait de m'effacer des photos. Il n'a pas eu de réponse à cela. Je lui ai dit que nous devions avoir une vraie conversation. Pas au téléphone, pas par SMS, mais en face à face. Il a demandé s'il pouvait venir. J'ai dit, non, pas à la maison. J'ai suggéré de nous retrouver au parc de la Tête d'Or le lendemain soir. Un terrain neutre. Il a accepté. Il a dit qu'il serait là. Demain, je le vois au parc. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il va enfin se réveiller et réaliser ce qu'il a fait, ou s'il va continuer à défendre sa famille jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de partir pour de bon. Certains d'entre vous ont posé des questions sur Francesca et ont demandé si elle était au courant de tout cela. Honnêtement, je ne sais pas et je m'en fiche. Elle n'est pas le problème, elle est un symptôme du problème. Le problème, c'est que la famille de mon mari m'a rejeté dès le premier jour et qu'il a choisi de me le cacher au lieu de me défendre ou d'être honnête pour que je puisse décider si je voulais rester. Je donnerai des nouvelles après la conversation au parc. Souhaitez-moi bonne chance, j'imagine. J'ai l'impression que j'en aurai besoin. Dernière mise à jour, d'accord, c'est la dernière mise à jour parce que, honnêtement, je pense qu'il n'y a plus rien à dire après ce qui s'est passé. Je suis donc allé au parc pour retrouver Matteo comme prévu. Il faisait froid, la nuit tombait, et j'ai failli faire demi-tour 2 fois en chemin. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de le regarder en face et d'entendre ce qu'il avait à dire quand il n'y avait plus nulle part où se cacher. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis sur un banc près de l'entrée. Il s'est levé quand il m'a vu, et pendant une seconde, il a ressemblé à l'homme dont je suis tombée amoureuse fatiguée, triste et désespérée de tout arranger. Mais je me suis rappelé que c'était aussi l'homme qui m'avait menti pendant 5 ans. Nous nous sommes assis et il a immédiatement commencé à parler, disant qu'il avait réfléchi à tout ce que j'avais dit, qu'il savait qu'il aurait dû gérer les choses différemment avec sa famille, qu'il voulait que ça marche entre nous. Je lui ai demandé ce que « faire marcher les choses » signifiait pour lui. Il a dit que nous pourrions fixer des limites avec sa famille, les voir moins souvent, peut-être sauter certaines fêtes. Il a dit que sa mère était contrariée, mais qu'elle finirait par s'en remettre. J'ai demandé si le fait que sa mère s'en remette signifiait qu'elle arrêterait d'espérer que je disparaisse. Il a gardé le silence. Je lui ai dit que les limites n'étaient plus le problème. Le problème était qu'il avait passé 5 ans à savoir que sa famille me rejetait ouvertement, et qu'il ne me l'avait jamais dit. Il m'avait laissé penser que j'étais le problème. Il m'avait laissé me sentir folle d'avoir remarqué leur hostilité. Ce n'était pas quelque chose que nous pouvions régler avec quelques dîners de famille en moins. Il a commencé à être frustré, disant que j'étais injuste, qu'il essayait de me protéger. Disant que s'il m'avait tout dit dès le début, je serais probablement parti, et qu'il ne voulait pas me perdre alors il a menti pour me garder. Il a fait le choix de me tromper pour que je reste dans une relation que j'aurais peut-être quittée si j'avais connu la vérité. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Je le lui ai dit exactement comme ça. J'ai dit, tu ne m'as pas protégé.
Tu m'as piégé. Il s'est levé du banc et a commencé à faire les 100 pas, s'agitant, disant que je déformais tout, que sa famille n'était pas si mauvaise et que j'en faisais des méchants. Disant que Chiara regrettait juste son ami, qu'Elena était juste protectrice et que Lorenzo était juste maladroit. Les mêmes excuses qu'il sortait depuis des années. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit que sa mère avait littéralement admis qu'elle espérait que notre relation échoue. Que toute sa famille discutait de son envie de le voir avec Francesca. Qu'ils étaient contents quand ils pensaient que j'allais partir. Ce n'était pas de la protection ou de la maladresse, c'était de la cruauté intentionnelle. Et puis il a dit quelque chose qui a tout éclairé. Il a dit, peut-être que si tu avais fait plus d'efforts pour t'intégrer, il t'aurait accepté. Faire plus d'efforts après tout ça? Après avoir su ce qu'ils avaient fait, ils m'en rejetaient encore la faute. Je lui ai demandé à quoi ressemblait le fait de faire plus d'efforts. Apprendre l'italien, même si sa mère appelait ça une invasion de la vie privée? Être gentil avec Francesca à chaque fête? Sourire pendant que son frère me claquait les doigts au visage comme à un chien. Qu'est-ce que j'étais censé faire de plus que je n'avais pas déjà fait? Il n'arrêtait pas de dire que j'étais dramatique et que cela ne valait pas la peine de mettre fin à notre mariage. C'est à ce moment-là que j'ai vu la voiture entrer sur le parking. La voiture de Chiara. Et Elena était sur le siège passager. Matteo a vu mon visage et s'est retourné. Il a eu l'air sincèrement surpris, mais je ne l'ai pas cru une seconde. Je lui ai demandé s'il leur avait dit que nous nous voyons ici. Il a juré que non, mais quelqu'un avait dû le faire, car elles étaient là. Elena est sortie de la voiture et s'est dirigée vers nous d'un pas décidé, Chiara juste derrière elle. Je me suis levé parce que je n'allais pas avoir cette conversation assise. Elena a commencé à hurler immédiatement, disant que j'avais du culot d'exiger de parler à son fils seul après ce que j'avais fait à leur famille, disant que je l'avais humilié devant tout le monde, et que maintenant j'essayais de monter Matteo contre eux. Chiara hochait la tête, disant que j'avais toujours été jalouse de leur famille soudée, et que c'était ma façon de les briser. J'ai regardé Matteo, attendant qu'ils disent quelque chose, qu'ils leur disent de partir, qu'ils me défendent pour une fois. Il ne l'a pas fait. Alors je l'ai fait moi-même. J'ai dit à Elena qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait sur moi, mais qu'elle ne pouvait pas changer les faits, qu'elle avait admis espérer que mon mariage échoue, qu'elle avait passé 5 ans à me traiter comme une moins que rien parce que je n'étais pas Francesca, et qu'elle avait dit à son fils de me cacher tout cela. Elle a commencé à bafouiller que je déformais ses propos. Chiara a renchéri en disant que je manipulais la situation, et Matteo est resté là à regarder comme s'il s'agissait d'une série télévisée. Je me suis tourné vers lui et j'ai demandé sans détour, « Est-ce que tu vas dire quelque chose, ou est-ce que tu vas juste les laisser m'attaquer ?» Il a dit à tout le monde de se calmer. C'est tout ce qu'il a dit. Pas que sa mère dépassait les bornes, pas que Chiara devait reculer, juste que tout le monde devait se calmer. J'en avais fini. Je lui ai dit que j'avais passé 5 ans à attendre qu'il me choisisse, et qu'il ne l'avait jamais fait. Pas une seule fois. Pas quand sa mère m'a effacé des photos. Pas quand sa sœur a exhibé son ex devant moi. Pas quand son frère a refusé d'utiliser mon nom. Et pas maintenant, quand sa famille venait me tendre une embuscade lors de ce qui était censé être une conversation privée. Je lui ai dit que je demandais le divorce. Que j'avais déjà parlé à Maître Simon et que nous allions de l'avant. Qu'il pouvait envoyer quelqu'un chercher ses affaires à la maison, mais qu'il n'y remettrait plus jamais les pieds. Elena est devenue folle. Elle a commencé à hurler que je ne pouvais pas faire ça, que je détruisais la vie de son fils, et qu'elle s'assurerait que tout le monde sache quel genre de personne j'étais. Chiara était sur son téléphone, j'imagine, en train de texter toute la famille pour raconter ce qui se passait. Matteo a fini par s'avancer vers moi et m'a attrapé le bras. Il a dit que je ne pouvais pas mettre fin à notre mariage comme ça, que nous devions parler davantage, que je faisais une énorme erreur. J'ai dégagé mon bras et je lui ai dit de ne pas me toucher. Je lui ai dit que l'erreur avait été d'épouser quelqu'un qui ne me ferait jamais passer en priorité. Je lui ai dit que j'en avais fini de parler, d'attendre et d'espérer qu'il change. Puis je suis parti. Elle continuait de hurler derrière moi. Elena criait que je le regretterais. Chiara disait quelque chose en italien que je ne comprenais pas et dont je n'avais cure. Matteo appelait mon nom encore et encore. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Qu'il reste sur ce parking à hurler dans mon dos comme les gens déséquilibrés qu'ils sont. C'était il y a une semaine, et vous voulez savoir ce qui se passe depuis? Matteo ne s'arrête pas. Des SMS toutes les quelques heures, des messages vocaux à minuit,
il se présente à la maison et sonne pendant 20 minutes d'affilée jusqu'à ce que mon voisin menace d'appeler la police. Il n'arrête pas de dire que nous devons parler. Que je suis en train de jeter notre mariage aux ordures. 5 ans à être invisible, et maintenant il veut me voir. Maintenant, il a des choses à dire. Où était cette énergie quand sa mère m'effaçait des photos? Et sa famille? Oh, sa famille. Chiara a posté une vieille photo de Matteo et Francesca avec une légende sur « le véritable amour et la loyauté ». Elena a partagé une citation sur le fait que « les traditions familiales ne peuvent pas être comprises par n'importe qui ». Ils m'ont traité comme de la poussière pendant 5 ans et maintenant, ce sont eux les victimes. Vous savez ce qu'Elena m'a envoyé hier? Elle a dit « Matteo est dévasté, tu dois arrêter d'être égoïste et penser à ce que tu lui fais. » À lui. Comme si c'était lui qui avait souffert. Comme si c'était lui qui avait passé des années à être exclu, moqué et effacé. J'ai répondu par 3 mots, oublie mon numéro. Elle m'a traité d'un nom en italien que j'ai cherché et, ouais, ce n'était pas gentil. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyé à Maître Simon pour le dossier. Voici ce que je sais maintenant. J'ai gâché 5 ans de ma vie à essayer de gagner l'amour de gens qui avaient décidé, avant même de me rencontrer, que je n'étais pas assez bien. Je me suis plié en 4 pour essayer d'être parfaite pour une famille qui n'allait jamais m'accepter. Et mon mari, l'homme qui était censé être mon partenaire, a regardé tout cela se produire et m'a dit que j'étais trop sensible. Eh bien, devinez quoi? Je ne suis pas sensible. Je suis réveillé, et j'en ai fini de m'excuser d'avoir un minimum de respect pour moi-même. Le divorce est en cours, et chacun d'entre eux peut s'étouffer avec sa loyauté familiale, car ce n'est pas moi qui ai trahi qui que ce soit ici. Retouche ça sur tes photos, Elena.